Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour réfléchir avec nous et avec nos invités sur ce sujet très ancien dans l'histoire de la philosophie. L'homme est-il un animal comme les autres ? Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous ce soir Florence Burgat. Bonsoir. Donc vous êtes philosophe, directrice de recherche à l'INRA. Vous travaillez également aux archives Husserl, et on aura l'occasion de revenir sur votre attachement à cet auteur. Vous avez consacré vos travaux à la fois, d'une certaine manière, à la condition humaine, notamment dans l'humanité carnivore, à la condition animale, par le travail que vous avez mené sur la vache sacrée en Inde, et aussi sur la condition du rapport à l'animal, et notamment par le travail que vous avez mené sur les animaux domestiques. Vous travaillez actuellement sur la vie végétale et vous allez publier très très prochainement un nouvel ouvrage qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une plante ?» un essai sur la vie végétale. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Étienne Bimbenet, merci, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux, spécialiste vous aussi de phénoménologie, et vous avez consacré plusieurs ouvrages à la question animale, notamment deux textes importants, « L'animal que je ne suis plus » chez Gallimard, et plus récemment, « Le complexe des trois singes ». Alors, comment traiter, comment réfléchir à cette question « L'homme est-il animal comme les autres ?» Je vais, avant de vous céder la parole, juste présenter très très rapidement les différentes façons de traiter ce sujet. Évidemment, si on entend par cette question « L'homme est-il un animal comme les autres animaux sont des animaux ?» et qu'on entend par là « L'homme est-il une espèce animale comme les autres espèces animales sont des espèces animales ?» la question n'a pas de sens. Bien évidemment, oui, l'homme est une espèce animale. Et je ne vois pas au nom de quoi on ne pourrait douter de cette appartenance de l'homme au règne animal. Poser ainsi, la question ne mérite pas un débat ce soir. Alors évidemment, en philosophie, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on a compris les choses pendant, en tout cas, très longtemps. À cette question, l'homme est-il un animal comme les autres ? Si ce n'est toute l'histoire de la philosophie, au moins ses auteurs et ses moments les plus importants, a répondu clairement non. L'homme n'est pas un animal comme les autres. Alors certes, il est un animal physiologiquement, biologiquement, physiquement, mais il serait doté d'une forme de singularité absolue, d'une exception, qu'on va situer, suivant les cas, dans l'âme, dans la conscience, dans le langage, dans la culture, dans la vie sociale, dans la politique. Bien des choses ont été encore proposées pour spécifier cette singularité humaine. Donc c'est déjà très compliqué ce sujet, mais ça se complique encore par la façon dont le débat se constitue aujourd'hui autour de cette question de l'animal. Et on en vient à résoudre cette question pourtant tellement ancienne et tellement riche en propositions diverses, à une opposition entre ceux qui affirment, sans forcément beaucoup la fonder en raison, l'absolue singularité de l'homme, qu'on qualifie généralement aujourd'hui de spéciste, et ceux qui, avec des arguments évidemment tout à fait opposés, affirment une continuité tout aussi absolue entre l'animal humain et l'animal non humain, et qu'on range sous le camp des antispécistes. Alors, quand nous avons organisé ce débat, il aurait été tentant d'essayer de faire un débat animé, voire musclé, et donc de proposer à deux représentants les plus radicaux possibles du spécisme et de l'antispécisme de venir se battre devant vous. Alors ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt parce que le débat tourne court. Il tourne court parce qu'il n'y a pas de langage commun, parce qu'il n'y a pas de terrain commun, et, plus embêtant aussi, il n'y a pas de connaissance, généralement, des thèses de l'adversaire supposé. Donc nous avons choisi d'inviter deux philosophes qui ont des positions très divergentes sur cette question de l'animalité et de l'éventuelle singularité humaine, mais qui ont plusieurs terrains communs. Alors le premier terrain commun, c'est celui de la philosophie en général, et donc d'un goût pour l'argumentation et pour la nuance, mais ça va un peu plus loin que ça, puisque vous partagez un commun attachement à la phénoménologie. Alors je ne vais pas vous embêter avec un cours sur la phénoménologie maintenant, à cette heure-là, un samedi soir, mais vous avez en commun une façon de poser les problèmes
à partir de l'expérience de la conscience, à partir de ce qui est donné, et non pas forcément à partir de présupposés métaphysiques lourds qui enfermeraient immédiatement le débat dans des options radicales et radicalement opposées. Avant de vous donner la parole, je voudrais aussi citer un texte que vous citez d'ailleurs vous-même dans vos ouvrages, et un auteur, Jacques Derrida, qui a publié, c'est l'un de ses derniers, voire le dernier texte paru, un texte qui s'intitule donc « L'animal que donc je suis », que vous avez cité, Étienne Bambenet, dans le titre même de votre ouvrage, « L'animal que je ne suis plus ». Et Derrida, avant d'entreprendre une longue réflexion sur l'éventuelle singularité de l'homme, propose 2 thèses. Et la première question que je vous poserai, c'est de savoir, au fond, si vous acceptez ces termes du débat que propose Derrida. Derrida dit au début du texte, il y a 2 choses qu'il n'accepte pas, 2 choses qu'il se refuse à faire. La première, je le cite, « Je ne m'aventurerai pas un seul instant à contester une rupture ou un abîme entre ce je nous et ce que nous appelons les animaux. Imaginez que quiconque d'ailleurs pourrait ignorer cette rupture, ce serait d'abord s'aveugler sur tant d'évidences contraires. Je n'ai donc jamais cru à quelque continuité homogène entre ce qui s'appelle l'homme et ce qui s'appelle l'animal. Ce n'est pas maintenant que je commencerai à le faire. » Refus initial de Derrida de penser un continuum homogène sans aucune trace de distinction. Vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième thèse liminaire de Derrida, l'animal. L'animal en général. Chaque fois qu'on dit l'animal, chaque fois que le philosophe ou n'importe qui dit au singulier, et sans plus, l'animal, en prétendant désigner ainsi tout vivant qui ne serait pas l'homme, l'homme comme animal rationnel, l'homme comme animal politique, comme animal parlant, l'homme qui dit « je » et se tient pour le sujet de la phrase qu'il profère, alors au sujet du dit animal. Eh bien, chaque fois, le sujet de cette phrase, ce « on », ce « je », dit une bêtise. Il avoue sans avouer, il déclare comme un mal se déclare à travers un symptôme, il donne à diagnostiquer un « je dis une bêtise ». Et ce « je dis une bêtise » devrait confirmer non seulement l'animalité qu'il dénie, mais sa participation engagée à une véritable guerre des espèces. Voilà peut-être les termes du débat. Que pensez-vous de cette position de la question animale aujourd'hui, Florence Burgat? Alors, à partir de ce texte, d'abord peut-être une remarque sur la question « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Cette formulation, en fait, dont vous n'êtes pas l'inventeur, puisqu'on la trouve très souvent, est assez curieuse parce qu'elle présuppose que que l'animal serait un animal comme un autre. Or, il n'existe pas d'animal qui soit un animal comme un autre. Et donc, ça fait allusion à la deuxième partie au deuxième texte que vous venez de citer. Quand on dit l'animal, on présuppose évidemment une rupture absolument claire entre l'homme et une sorte de totalité indifférenciée qu'on appellerait l'animal. Donc là, il y a évidemment une absurdité réelle, puisque aucun animal n'est équivalent à un autre, d'abord en raison de la multiplicité des espèces et aussi en raison de leur dimension individuelle. Donc je crois qu'il ne faut pas s'acharner à essayer de dire qu'il n'y a pas de différence non seulement entre l'homme et l'animal, mais entre toutes les espèces animales, et qu'il y a des manières absolument singulières d'exister pour l'humain et aussi pour chaque espèce animale. Je crois que Derrida nous invite à faire cette nuance qui déjà nous fait sortir d'un présupposé métaphysique discutable. Donc pas une limite, mais plus d'une limite. Oui, d'ailleurs, il dit il n'y a pas un propre de l'homme, il y a des tas de différences. Enfin, c'est une différenciation feuilletée. Il n'y a pas une seule manière d'être humain et puis une seule manière d'être animal. Étienne Bambenet, à cette même question. En effet, alors, il a compté beaucoup Derrida dans le fait de revenir
à la question hommes et animaux depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Hein. Il participe de ce qu'on appelle la philosophie de l'animal à la française, en quelque sorte. Hein. Il y a les animal studies américaines, en particulier l'éthique animale américaine, et puis il y a une spécificité française dont il participe, et en particulier la façon de revenir sur cette idée qu'il y aurait l'homme et l'animal au singulier, comme si c'était l'animalité d'un côté, et il faut en effet pluraliser l'animalité, dire qu'il y a les animaux avec leur diversité chatoyante. Et il a même inventé un mot pour ça, hein, cette idée de dire il y a l'animal comme une espèce de gros mot métaphysique. Il dit c'est l'animo, M-O-T, l'expression de Derrida qui fait mouche, parce que vraiment ça dit il faut éviter ce gros mot au singulier d'animal. Et il faut au contraire, comme disait Florence, multiplier les limites, multiplier les propres et montrer et brouiller en quelque sorte cette limite qui était métaphysique et qui a été métaphysique longtemps par le passé, mais qui mérite d'être brouillé et d'être affiné dans ce qu'il appelle, d'un mot là encore très beau, la limitrophie, c'est-à-dire cultivons cette limite, soignons-la parce qu'elle mérite de l'être, et il y a toutes sortes de passages entre nous et les animaux, et cultivons cette limite, et en commençant par brouiller ces limites en montrant qu'elles sont plus fines qu'on ne le pense. Mais je vous remercie d'avoir... Alors ça, c'est le Derrida bien connu en quelque sorte, hein, qui en effet est contenu dans ce livre posthume, hein, qui sont des différents textes de Derrida, et qui a encore une fois en compté énormément. Et puis il y a ce texte par lequel vous avez commencé, qu'on cite peu, et dans lequel il dit ce serait une grosse bêtise, parce qu'il emploie aussi le mot bêtise à ce propos, de croire que je vais revenir sur l'abîme qui nous sépare des animaux. Alors, abîme ne veut pas dire métaphysique. Il est au plus loin d'une métaphysique séparante et de dire qu'il y a une nature humaine qui nous situe au-delà des animaux. En revanche, il tient à préciser cette chose, hein, que l'humanité a un sens idiosyncrasique en quelque sorte, hein, et que est très distincte, hein, des différentes formes de vie animale. Alors ça, on insiste peu sur cet aspect de la question, mais il y a une page entière, hein, vous avez lu un petit extrait, c'est une page entière de Derrida qui dit ça quand même. Et c'est intéressant, je trouve, c'est que le même auteur puisse à la fois dire la différence est immense, et en même temps tout le travail reste à faire pour affiner la limite qui nous sépare des animaux, pour la rendre plus humaine et plus douce, hein, pour accomplir cette limitrophie. Donc vous êtes d'accord sur la deuxième proposition. Il n'y a pas l'animal avec une majuscule, ça ne veut rien dire. Et vous ne serez donc pas tout à fait d'accord sur la question de l'abîme, que vous ne situez peut-être pas tout à fait au même endroit. Il faut marcher sur deux jambes, en effet. Alors, on est un peu voué à ça. On aura l'occasion d'approfondir cette question de l'abîme. Je voudrais auparavant revenir sur votre travail et sur l'origine de ce souci de l'animal dans votre itinéraire philosophique et dans votre approche phénoménologique. Comment s'est imposée cette question et qu'est-ce que ça change que d'être philosophe dans cette question qui aujourd'hui occupe des tas de gens qui ne le sont pas du tout et qui pose la question de façon peut-être plus scientifique en un sens. Qu'est-ce que ça change d'être un philosophe sur cette question de l'animal aujourd'hui, Florence Burgat ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, j'espère que ça nous permet d'argumenter de façon convaincante, que ça nous permet surtout de faire apparaître les problèmes et d'essayer de les clarifier. Au fond, peut-être notre travail, c'est faire apparaître les problèmes que, en général, on ne voit pas parce qu'on est pris dans précisément une forme de pensée qui nous précède et que nous ne mettons pas en question. Donc voilà, je crois ce que nous pouvons apporter, clarifier les choses et faire apparaître, oui, les difficultés. Ce qui semble aller de soi, et bien montrer pourquoi cela ne va pas forcément de soi. Et dans votre itinéraire personnel, comment la question animale s'est imposée ? Alors dans mon itinéraire personnel, en fait, j'ai réorienté mon travail au moment de ce qu'on appelait à l'époque le DEA, qui est aujourd'hui le Master 2, parce que j'ai vu tout à fait par hasard dans un film une scène d'abattage d'un bovin, et que ça a été pour moi un moment un peu une sorte d'aletheia, hein, de lever de voile sur quelque chose, et que je me suis dit, mais au fond, en mangeant de la viande, on participe à ça. Peut-être j'avais jamais bien réfléchi. Et donc cela m'a amené à me poser la question de savoir comment, dans nos sociétés, nous pouvions admettre, sans nous poser aucune question, qu'il y ait des lieux où tous les matins, donc, on tue des animaux pour les manger.
Et j'ai décidé d'orienter mon travail philosophique sur cette question. D'accord, on reviendra sur la question de l'alimentation tout à l'heure. Même question, Étienne Mamenet. Comment vous êtes venu ce souci pour l'animal qui est peut-être pas le premier sujet philosophique qui s'impose quand on fait des études de philosophie, quand on commence des recherches de philosophie, ou c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi on travaille sur tel ou tel sujet philosophique, puis on s'aperçoit progressivement que c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, les mêmes petites pulsions qui insistent et qui font que toute sa vie... C'est Camus qui dit ça à un moment, il dit, voilà, on polie... c'est 2 ou 3 pulsions philosophiques, une vie entière. Bon, moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait alerté quand j'étais petit. Je me souviens, j'allais au zoo de Vincennes avec mon père et je voyais les babouins du zoo de Vincennes faire toutes sortes de cabrioles et de choses que vous pouvez imaginer de la part de babouins dans leur enclos qui était assez vaste, avec toutes sortes de rochers. Donc c'était assez fascinant. Et je crois que ce qui me fascinait à l'époque, parce que j'avais déclaré à mon père à l'époque, j'avais dit, quand je serai grand, je serai singe. C'était l'ambition, ma grande ambition. Je suis devenu philosophe, un peu différent, mais je m'occupe beaucoup de singes et d'animaux. Et je crois que ce qui me fascinait quand même à l'époque, c'était qu'à la fois, ils étaient très anthropomorphes. Il y avait une espèce de face-à-face comme ça où je projetais toutes sortes d'animaleries. Enfin, je m'amusais beaucoup dans leur corps, en quelque sorte. Donc j'étais eux, ils étaient moi. Il y avait quelque chose de très, très... une grande intimité. Puis en même temps, non. Enfin, ils sont de l'autre côté de la barrière et ce sont des animaux et donc je pense ce qui m'a fasciné et qui pour le coup traverse ma réflexion, enfin qui met comme un motif de grand étonnement, c'est qu'à la fois nous savons que nous sommes des animaux d'un certain type, et nous savons depuis Darwin que voilà, nous avons un passé animal, qui a un long passé animal, et donc nous en sommes, et c'est quand même une forme de révolution intellectuelle qu'il faut assimiler chaque fois qu'on réfléchit l'humain. Il faut partir de là quand même, c'est très important. Et en même temps, et c'est là qu'est l'étonnement, parce qu'il ne suffit pas de dire on est des animaux, parce que ça c'est un fait scientifique, mais il n'y a pas d'étonnement véritable là-dedans. Ce qui est étonnant, c'est que nous sommes des animaux et en même temps, nous faisons des choses et toutes sortes de choses à longueur de journée, du matin au soir. Et ce soir, par exemple, que nous ne connaissons à aucun animal autour de nous. Nous avons des comportements très étonnants en termes biologiques et qui passent par la culture, par l'institution, par le langage et qui passent largement l'univers de la biologie. Et donc c'est très compliqué de savoir ça. C'est-à-dire que nous appartenons à la biologie et en même temps nous ne cessons de l'outrepasser dans des comportements langagiers, politiques, etc., qui sont très différents. Donc c'est ça l'étonnement pour moi. Très bien. Alors, avant d'en venir évidemment au cœur de vos thèses respectives, puisqu'il va être question de cet abîme que vous semblez d'une certaine façon appuyer ou développer en parlant là immédiatement de culture spécifique ou de singularité, de l'idée même de faire des conférences sur l'animal un samedi soir, ce qui semble effectivement être une exception humaine. Avant d'en venir à cette question-là, un dernier mot sur la philosophie. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la façon dont les questions se posent en philosophie souffrirait d'une sorte de spécisme de méthode par principe? Est-ce qu'un philosophe peut raisonnablement réfléchir à partir d'autre chose que de sa position à lui et donc d'une singularité qu'il revendique, le droit qu'il revendique de parler du haut de son humanité des animaux, alors pas forcément des animaux en général, mais en tout cas du non-humain? Est-ce que la philosophie n'est pas condamnée, si ce n'est à un spécisme, du moins à une sorte d'anthropocentrisme consubstantiel à la réflexion philosophique? Alors là, ce serait pas essentiellement la philosophie. Ça serait le fait que moi, humain, je parle de quelque chose qui n'est pas moi. Bon. On peut voir un anthropomorphisme un peu méthodologique à la façon dont Husserl s'y prend, quand il dit que, au fond, toutes les subjectivités qui me sont étrangères, plus ou moins étrangères, voilà, là on peut dire qu'on a un grand nombre de choses en commun, nous parlons la même langue, nous sommes tous ensemble ici, bon, et il y a des humains qui me sont moins proches, et puis les animaux me sont encore moins proches, etc., etc. J'essaye d'accéder à leur connaissance à partir de ce que je suis moi. Donc il y a toujours cet effort de reconstruction à partir de mon ego. Bon. Ça, c'est une difficulté, je dirais, qui est inhérente à l'opération de connaissance. Et probablement pour les animaux, c'est la même chose d'ailleurs. La position philosophique, moi, je l'enfermerai quand même pas là-dedans. Il me semble que il est important là de revenir à la première définition de la philosophie, l'étonnement. Et je pense que cette disposition d'étonnement peut nous aider à sortir
d'un enfermement à l'intérieur d'une vision trop anthropomorphique ou anthropocentrique, en prenant conscience du fait que nous devons nous défaire de lunettes que nous portons et qui nous font voir le monde à travers une perspective hiérarchisante qui nous met en haut et qui nous conduit à voir les animaux comme des êtres privés des attributs que nous nous attribuons, que nous nous octroyons. Donc je pense que si mentalement on fait cet effort, on peut avancer. Non, vous évoquez la philosophie, en effet, qui a un passé lourdement anthropocentrique, c'est vrai. Il y a un héritage chrétien d'abord, l'homme unique à l'image du Dieu unique, et donc c'est qui imprègne quand même une représentation lourdement anthropocentrique de l'humain. C'est-à-dire l'anthropocentrisme, c'est l'homme est séparé du reste des animaux et au-dessus en quelque sorte. Il prime sur eux. Donc et puis il y a une forme de réinvestissement cartésien de la chose à travers cette éminence de la pensée, à travers le cogito, qui là encore sépare radicalement l'homme et l'union de l'âme et du corps, et de la pensée et de l'étendue, et cette pensée sépare chez Descartes l'homme des animaux. Sauf que il me semble que précisément ce cogito et d'une certaine manière cette adhésion de la pensée à elle-même, à ce que nous vivons en première personne, ça appartient à la philosophie comme un de ses biens propres en quelque sorte, et est passible justement d'un approfondissement qu'on a vu au XXe siècle à travers la phénoménologie en particulier, qui approfondit considérablement cette position du cogito, cette transparence de la pensée à elle-même, qui se rend fidèle à ses propres expériences. La phénoménologie tente de revenir à nos vécus propres, et par une forme de fidélité à ces vécus. Et elle estime que, par exemple, dans l'ordre de la connaissance, on peut repenser la science à partir de l'expérience que nous avons de la science, etc. Et vous apercevez dans cette fidélité à notre propre expérience, à notre propre vécu, à notre propre pensée, une possibilité d'approfondir cette position d'éminence, et au contraire justement de l'approfondir en direction des vivants. Et vous avez chez Jean Merleau-Ponty, par exemple, qui hérite de Husserl, dont parlait Florence Burgat, donc en phénoménologie, une façon de partir du je pense, mais pour l'incarner, pour montrer que le je pense, c'est aussi un moi corporel qui se pense, et donc c'est un moi incarné, un moi sentant, un moi percevant, un moi affecté. Et puis, progressivement, ce cogito, cette pensée pure, descend dans son propre sous-sol incarné, comme dit Merleau-Ponty, et s'aperçoit vivant autant que pensant. Et vous avez un autre phénoménologue très connu au XXe siècle, qui s'appelle Michel Henry, pour qui le cogito, c'est pas la pensée, c'est la vie. Le cogito, fondamentalement, c'est un je me sens moi-même, je m'affecte moi-même, dans une forme de pathos qui est la définition même de la vie. Être sensible à soi, à ce qui est bon ou mauvais pour moi, c'est la définition même d'être en vie. Et là, vous avez une forme d'approfondissement du je pense cartésien qui s'approfondit en quelque sorte en descendant dans son corps et dans ses affects, et aperçoit d'une certaine manière une forme de communauté avec les vivants. Et ça donne lieu quand même à une phénoménologie et donc à une philosophie très ouverte dans ses expérimentations à l'égard dans ses communications, ses dialogues avec différents types d'animalité. Alors on reviendra là aussi sur la thèse que vous venez d'esquisser. On a dit en ouverture, l'homme est un animal comme les autres. Certes, c'est une espèce animale, ça ne se discute pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, qu'il y a une animalité en l'homme ? En quoi sommes-nous animaux, au-delà du fait que nous appartenons à une espèce spécifique ? Alors moi, je récuse ce terme, cette idée qu'il y a de l'animalité en l'homme. Alors pourquoi ? Parce que ce terme d'animalité, ainsi employé, désigne toujours chez l'homme la partie obscure, le réservoir de pulsions incontrôlables, ou bien cette espèce d'arrière-fond un peu vague que nous partagerions avec les animaux. Et évidemment, ça ramène encore une fois les animaux à cet universel vide, cette animalité dont on ne sait pas trop ce qu'elle est, dans laquelle ils sont de nouveau enfermés sans singularité propre.
Donc personnellement, je récuse ce terme d'animalité de l'homme. On peut penser par exemple à l'expression quand quelqu'un a commis un crime absolument abominable et qu'on appelle ça un crime bestial. C'est très intéressant de voir qu'on va chercher un terme appartenant au lexique animal pour qualifier une action humaine, trop humaine, par exemple, donc je ne sais pas, des crimes en série ou que sais-je. Donc, qu'est-ce qu'on désigne quand on parle de l'animalité de l'homme? Je pense que c'est pas clair. Et est-ce qu'on pourrait pas y voir quelque chose de positif? Et qu'est-ce que ce serait, cette animalité de l'homme? Je ne sais pas, mais une sorte de disposition commune entre tous les animaux qui se retrouverait en nous et qui ne serait pas forcément quelque chose que l'on devrait dépasser ou mépriser. Oui, il faudrait le qualifier à ce moment-là. Or, ça n'est jamais qualifié. Quand on l'emploie de cette façon, ça n'est jamais qualifié. Moi, je pensais que c'est quand même intéressant. Alors là, tu es presque plus séparatiste que moi. Là. Oui, c'est étonnant. Non, mais je vois bien le propos quand même, en effet. Mais je pense que c'est important, philosophiquement, d'avoir en tête que voilà, nous fûmes animaux, il y a une longue histoire d'hominisation, et donc c'est sidérant de penser que nous faisons ce soir ce que nous sommes en train de faire, ou que des véganes peuvent dire il faut se dévouer corps et âme pour ne plus manger des animaux et pour les sauver. Enfin, il y a des actes comme ça incroyablement altruistes qui qualifient quand même une forme de vie humaine très particulière. Et donc le végan est quand même très autocontradictoire lorsqu'il dit on est des animaux, d'ailleurs il faut vraiment tous les sauver, mais aucun animal ne dirait il faut tous les sauver, aucun animal ne dirait ça. Donc le végan à la fois dit je suis un animal et dit par son geste même je suis tout à fait autre chose qu'un animal puisque je porte en moi une forme d'altruisme radical. Aucun animal enfin voilà, il y a des formes d'altruisme très limitées chez les animaux, notamment familiales si vous voulez éventuellement, mais c'est l'idée d'un altruisme universel et interspécifique, c'est vraiment une forme d'exception assez incroyable. Donc moi je pense qu'il est intéressant de dire il y a en nous un passé animal justement pour mesurer en quelque sorte le trajet parcouru. Et puis, alors je ne serais pas trop d'accord avec toi Florence pour dire on ne connaît pas, quand même, justement, phénoménologiquement, on peut tenter de qualifier une forme d'intentionnalité animale. Ça a été fait au XXe siècle par un certain nombre de penseurs, du côté d'intentionnalité, c'est-à-dire de rapport au monde, qui serait formellement, en quelque sorte, ce qu'on peut trouver de commun à différents types d'animaux, un certain type de rapport pratique, pragmatique et affectif au monde. C'est-à-dire, et ça, on le connaît par cœur ou par corps, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous sommes des corps vivants, et donc nous pouvons avoir une intuition, au fond, assez précise de ce que veut dire pratiquer le monde sur un mode pratique, sur un mode affectif, c'est-à-dire se promener dans la rue avec un téléphone en parlant à quelqu'un d'autre, donc être en quelque sorte en mode automatique dans la rue, et voir sans voir, éviter les choses, etc., frôler les choses, les voir sans les voir, etc. Cette façon très pratique d'être au monde, nous la connaissons, nous pouvons la décrire, et au fond, elle nous donne une idée, alors évidemment très, très lointaine, très vague sans doute, mais quand même formellement, je pense, assez précise de ce que peut être un animal lorsqu'il pratique son milieu. C'est-à-dire, ça n'est pas un mode d'intentionnalité, ça n'est pas un mode de rapport au monde théorique. Le vivant pratique le monde. Le vivant voit dans le monde ce sur quoi il peut agir. C'est le fameux exemple de Uexküll, le Jakob von Uexküll, qui est un biologiste allemand du début du XXe siècle, qui est un exemple archi connu parmi les philosophes, qui dit l'animalité, c'est l'Umwelt, c'est le milieu de vie. Un animal, ce n'est pas une chose comme ça, ou un ensemble d'organes, c'est d'abord un certain rapport à ce qui l'entoure, et ce rapport à ce qui l'entoure, c'est un rapport à son milieu de vie. Un animal sécrète en quelque sorte son milieu de vie comme étant ce sur quoi il peut agir. Et le reste, d'une certaine manière, ne l'intéresse pas. Donc je perçois ce sur quoi je peux agir, ce qui me concerne, ce qui est signifiant du point de vue de mes actions possibles. Et le fameux exemple de Uexküll, c'est la tique. La tique a 3 stimuli possibles parce qu'au fond, elle a 3 actions possibles. Et si elle perçoit la lumière du soleil, c'est parce qu'au fond, elle a besoin de monter sur une branche. Si elle perçoit, si elle a des stimuli olfactifs, c'est parce qu'elle a besoin de sentir quand un mammifère passe et de se lancer sur lui. Et si elle a un stimulus tactile, c'est parce qu'elle a besoin de sentir si le sang est chaud, si c'est un mammifère, et si elle peut s'enfouir sous la peau. Et donc, elle sécrète un milieu qui est parfaitement conforme à ses actions possibles. Il me semble que là, si on reprend phénoménologiquement la chose, et ça a été fait par différents philosophes,
on a une approximation de ce qu'être animal veut dire, c'est-à-dire, au fond, percevoir, bien sûr. La question de savoir si les animaux ont une conscience est absurde. Bien sûr qu'ils ont une conscience, ils perçoivent, ils s'affectent de ce qui leur arrive, mais sur un mode pratique, percevoir ce qui est bon ou mauvais pour moi, percevoir ce sur quoi je peux agir, etc. Toute la question, c'est sommes-nous rivés à cette intentionnalité pratique, affectée, égocentrée, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas davantage, justement, chez l'humain, à travers le langage, que ceci? Mais il y a surtout ceci. Nous sommes des vivants. Moi, je crois que dans les 3/4 de nos actions, comme dit Pascal, nous sommes sur un mode pratique, nous sommes des vivants. Et puis, ce soir, je pense que nous faisons autre chose, par exemple. Alors, avant d'approfondir cette spécificité, vous voulez peut-être répondre à cette question, oui, à cette objection, l'animalité, pourquoi refuser cette animalité commune, puisque dans le fond, ça introduit une continuité. D'abord, là, Étienne a quand même nourri un peu le concept en parlant d'intentionnalité. Uxküll ne s'en tient pas qu'à la tique, parce que quand il parle des mammifères, il dit que leur Umwelt est beaucoup plus ambiguë. Leur monde environnant est beaucoup plus ambigu et que ce rapport pratique que tu décris, beaucoup d'animaux outrepassent précisément ce rapport simplement pratique. Donc je pense que là aussi, quand on essaye d'éclairer ce que sont les animaux en prenant des insectes, l'abeille chez Heidegger, la tique chez Uxküll, on manque complètement une grande partie du monde animal et les animaux domestiques avec lesquels nous pouvons vivre, nous voyons bien que leur rapport au monde est beaucoup plus complexe qu'un simple rapport pratique. Donc nous aurions en commun, en tant qu'animaux, d'être vivants et donc dotés d'une intentionnalité plus ou moins développée. Oui, et il y aurait des différences de degré, de sophistication de ce rapport plus ou moins élaboré au monde. Je pense que ce que nous avons en commun, donc Étienne a évoqué la conscience. Freud, à la fin de sa vie, dans l'abrégé de psychanalyse, qui est un petit ouvrage posthume, dit que les animaux qui ont connu, quand ils étaient tout petits, la dépendance, ont le même appareil psychique que nous. Donc ça va très très loin avec l'inconscient, le surmoi et la conscience. Donc il n'a pas exploré cette piste, mais je crois qu'elle est tout à fait passionnante. Et d'ailleurs, je vais travailler sur cette question. Et je songe aussi au livre du psychiatre Henriet, Psychiatrie animale, qu'il a publié au milieu des années 60, qui est un collectif. Et surtout, dans l'introduction, il jette les fondements de la psychiatrie animale et il part de cette idée simple. Il dit que la psychologie animale est une science déjà ancienne, qui donc part du principe que les animaux ont une vie psychique. Et ce qui caractérise une vie psychique, c'est qu'elle peut se détraquer. Et donc, toute la question de la souffrance psychique chez les animaux me semble quelque chose de très important pour notre débat. Je pense donc qu'il n'y a pas simplement ce rapport pratique au monde, il y a aussi, et c'est Hegel le premier qui le voit quand il fait la différence entre la vie végétale et la vie animale, lorsqu'il dit que le fait que les animaux ne soient pas des vivants enracinés, mais qu'ils sont obligés de traverser le monde pour se nourrir, pour rencontrer, pour découvrir, installe en eux un sentiment d'anxiété, d'inquiétude et de malheur. Et je crois que c'est le premier philosophe dans la tradition occidentale qui pense la vie animale comme une vie inquiète. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc, vous voyez, je suis peut-être discontinuiste à bien des égards, parce que je pense que le continuisme aboutit à une vision assez pauvre des animaux, qui, au mieux, nous permet de dire qu'ils ont une proto-conscience, un proto-langage, une proto-histoire. Donc, je crois que là aussi, on fait fausse route et qu'il faut essayer peut-être d'approfondir la question « qui sont les animaux ?» en pensant qu'ils ont aussi une vie psychique et donc une très grande fragilité et que ce rapport n'est pas que pratique. Alors, attention, je n'ai pas dit que pratique, je parlais pratique et affectif à chaque fois. Sentir ce qui est bon ou mauvais pour moi, c'est le sentir sur un mode pathique, affectif, émotionnel, bien sûr. Et n'importe qui ayant un animal de compagnie ou vivant avec des animaux, etc., vit ce courant affectif en permanence. Simplement, je distinguerais cette vie pratique affective, si tu veux,
de ce qui s'invente chez l'animal humain, c'est-à-dire une vie détachée par le langage. Il faudra approfondir la question, mais ça, pour le coup, je pense que là, il y a quelque chose de très différent. On va venir tout de suite à cette question du langage, mais vous avez l'air d'être d'accord l'un avec l'autre pour dire que, bien évidemment, il y a conscience animale. Alors, je sais que la chose est relativement acceptée dans la réflexion sur l'animal, mais ça peut surprendre, et ça peut surprendre peut-être parmi vous un certain nombre de personnes qui ont eu un cours de philosophie un jour en disant bon ben voilà, il y a Descartes et donc il y a la conscience humaine, le reste n'est que automatisme instinctif. Alors je sais bien que vous avez dépassé ça depuis très longtemps, mais ça reste quand même très installé. Alors je peux dire un mot là-dessus. Juste une petite précision. Comment fonctionne cette conscience animale? Est-ce qu'on peut l'entendre comme la nôtre, comme une réflexivité qui est capable de constituer une pensée complexe, structurée, qui se donnerait dans un langage intérieur? Est-ce qu'on peut purement et simplement transposer à l'animal ce modèle de la conscience qui est très dominant non seulement dans la philosophie, mais dans la culture occidentale? Est-ce que c'est si simple? Vous avez l'air de dire, pas de problème, l'animal est conscient. Et non, mais ce qui est très frappant, c'est qu'à chaque fois qu'on a affaire à des débats journalistiques sur la question, je ne parle pas d'ici, mais de journalistique sur la question, il y a toujours ce premier pas, ce liminaire, enfin cette façon d'entrer en matière en disant on croit que l'animal n'est qu'une machine, etc. Mais en fait, vous savez, ils ont une conscience. Mais enfin, qui croit que l'animal est une machine au XXIe siècle? Enfin, personne ici n'oserait dire une telle absurdité. Enfin, de là, lui attribuer une conscience en tant que telle. Il suffit de s'entendre sur le mot. Mais bien sûr, ils ont une vie, ils sont conscients au sens où ils perçoivent des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour eux, qui sont effrayantes ou appétissantes, etc. Enfin, c'est ce qu'on peut raisonnablement appeler une conscience. Alors que ce ne soit pas une conscience objectivante, détachée, connaissante, sans doute, mais ça c'est autre chose, c'est une partie de la grande vie de conscience. Ils ont bien sûr une vie de conscience très riche, ça on est entièrement d'accord. Et Florence et moi venons de la phénoménologie, comme l'a dit Olivier Dekens, et ça consiste en effet à prendre très au sérieux ce grand courant de conscience. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que sociologiquement, c'est très étrange de voir les journalistes pratiquer une forme de shadow boxing, qui consiste à se donner un adversaire imaginaire qui serait un méchant Descartes ou un méchant, quelqu'un qui mépriserait les animaux. Je connais plus grand monde aujourd'hui qui méprise les animaux. Sinon, en pratique, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, vous interrogez n'importe qui aujourd'hui, voilà, ils savent ce que c'est qu'un animal, qu'en effet, qu'il a une vie psychique très intense, en effet très inquiète aussi, je pense. Alors, ça n'empêche le divertissement, le déni, ce qu'on appelle la schizophrénie morale, c'est-à-dire nous savons, mais au fond, nous continuons à manger, et à manger de la viande, et à faire comme si les élevages industriels n'existaient pas. Ça, c'est autre chose. C'est l'aspect pratique de la question. Mais si en théorie, vous posez une question à quelqu'un en disant « Est-ce que tu crois que les animaux ont une conscience ?» Alors, à moins d'être un peu incertain de la définition du mot conscience, les gens savent que les animaux sont conscients. Alors, ça serait quoi cette définition de la conscience partagée avec l'animal? C'est ce que Étienne vient de dire, le fait que je sais que c'est moi qui vis ma vie, d'avoir des préférences, d'avoir des peurs, de savoir que quand les animaux se réveillent le matin, ils savent que c'est la même personne qu'hier, etc. Et puis qu'il y a évidemment comme on peut l'observer, un enchevêtrement aussi de niveau de conscience. On le voit bien dans la façon d'être attentif à deux choses à la fois. Enfin, il y a tout ça. Après, quant à la décrire précisément, je pense que nous ne pouvons pas le faire. Surtout si on n'est pas réductionniste et qu'on ne pense pas que la pensée se réduit à des mécanismes, à leur expression neuronale. Alors, que la première chose à faire, je pense, c'est de désintellectualiser la définition de la conscience. Oui, absolument. De considérer que la conscience ne se limite pas au fait d'objectiver ou de connaître, mais qu'elle consiste d'abord à vivre en première personne. Un animal vit en première personne ce qu'il vit, il est concerné par ce qui lui arrive, et ça fait une conscience. C'est le premier pas vivant d'une conscience. Et alors ça, peut-être que c'est en effet le XXe siècle qui nous l'a appris, peut-être, contre une certaine tradition cartésienne et kantienne, très intellectualiste. Il a peut-être fallu cette désintellectualisation pour assimiler ça à la philosophie, mais il me semble que c'est quand même acquis d'une certaine manière. Alors, revenons à vos points d'accord. L'animal avec un grand A, ça n'existe pas. On est d'accord ? Non, je pourrais argumenter, mais je ne suis pas d'accord. Donc la thèse de Derrida, quand on dit animal sans autre, c'est une bêtise ou c'est pas une bêtise? Non, c'est pas que c'est pas une bêtise, c'est que bien sûr qu'il y a des mille formes d'espèces et d'éthogrammes et de comportements animaux, bien sûr, et il serait absurde de vouloir dire que l'animal c'est juste l'animal. Mais il se trouve qu'il faut aussi faire avec une donnée différente, qui est une donnée anthropologique, qui est que
ce que nous, humains, faisons est très différent des animaux et tourne le dos en quelque sorte aux animaux. C'est-à-dire que nous faisons tout à fait autre chose. De tous les animaux. De tous les animaux. C'est-à-dire que nous faisons autre chose que ce que nous connaissons à l'univers de la biologie. Et on ne peut pas faire comme si c'était au fond un peu comme s'il y avait l'espèce humaine parmi différentes espèces et que, au fond, il y avait entre l'être humain et la chauve-souris autant de différences qu'entre la chauve-souris et l'éléphant. Parce qu'en effet, la chauve-souris est incroyablement étonnante dans son anatomie, comme la trompe de l'éléphant est incroyablement étonnante. Mais ce sont des étonnements purement biologiques. Or, il se trouve que la vie humaine a ce site particulier. Et je le dis sans métaphysique. Je ne suis pas en train de revenir à une forme de séparation métaphysique ou de nature humaine. Je pense qu'il faut oublier l'idée d'une nature humaine ou d'une essence humaine, parce que c'est 150 ans après Darwin, il faut oublier ça. Je parle de comportement. Et je pense que ce que nous faisons en termes de comportement n'a pas grand-chose à voir avec l'univers de la biologie, parce qu'il est constamment retransformé en termes symboliques, en termes culturels, en termes institutionnels, qui font que nous faisons autre chose. Nous faisons tout à fait autre chose et on ne peut pas se masquer cette chose-là. Et donc dire les animaux, dont l'humain, je trouve c'est évidemment très confortable intellectuellement, on a l'air de faire plaisir à tout le monde, mais c'est faux anthropologiquement, parce que je crois que nous faisons tout à fait autre chose. Et que précisément cette conscience détachée dont je vous parlais, cette façon de parler le monde et de le commenter pour lui-même, les animaux ne commentent pas le monde. Ils le pratiquent, ils s'en inquiètent, ils le vivent, ils ont 1000 manières fascinantes de pratiquer et d'user du monde, mais ils ne le commentent pas. Les oiseaux le soir sur le fil, c'est très beau de les voir comme si on voudrait dire parler entre eux, mais en fait non, ils ne commandent pas le soleil couchant. C'est très particulier cet usage du langage qui consiste à dire regardez cette chose, nous la regardons ensemble, moi je pense telle chose, toi tu penses telle autre, un tel penserait telle autre. Ça c'est très particulier, c'est une invention humaine spécifique et qui suffit en quelque sorte en effet à dire voilà, il y a l'humain d'un côté, les animaux de l'autre. Alors c'est évidemment pas très politiquement correct de dire ça, mais ça me semble plus juste, tout simplement plus juste. Nous faisons autre chose, ce qui ne veut pas dire que nous sommes supérieurs, et en particulier on pourrait d'ailleurs renverser cette idée de supériorité en disant l'exceptionnalité humaine est telle qu'elle nous autorise le pire aujourd'hui. Elle produit le pire. Nous sommes en train de saccager cette planète comme jamais auparavant. Et là, il y a bien un fait exceptionnel, parce que ça passe par la science et la technique, ça passe par un pouvoir inouï que nous nous sommes donné par le langage, de saccager cette planète. Donc nous sommes en effet exceptionnels pour le meilleur et pour le pire. Mais cette exception que vous semblez maintenir, on a l'impression, en lisant l'histoire de la philosophie, qu'on l'a située à chaque fois à d'autres lieux. On a commencé par l'âme, on a commencé par la dimension politique. Et à chaque fois qu'on étudie le comportement animal un peu sérieusement, on découvre qu'en réalité, ça ne nous était pas propre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire cela est-ce qu'il n'y a pas, je pense que peut-être vous développerez ce point, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des formes de conscience détachée, des formes d'institution, des formes de symbolisme, donc quelque chose comme une culture? Il faut être précis, parce qu'il faut distinguer le travail des scientifiques du compte-rendu journalistique. À chaque fois que vous arrivez devant un kiosque et que vous voyez encore un propre de l'homme s'efface, alors ils ont le langage, ils ont cela, il faut rentrer dans le détail de l'article paru dans Nature, etc. Et jamais les articles ne concluent à de telles choses. Non, il y a des communications animales qui sont beaucoup plus performantes, étonnantes et sophistiquées qu'on ne le pensait. Il y a des politiques de réconciliation chez les chimpanzés qui sont beaucoup plus précises qu'on ne le pensait. Donc c'est fascinant tout ce qu'on apprend sur les animaux. Ce qui est terrible dans ces débats, c'est les conclusions journalistiques qui à chaque fois sont les mêmes. On voudrait du scoop. Mais un système de communication animale n'est pas le langage au sens où nous le pratiquons. Voilà, il se passe autre chose. Et pourquoi donc ? Pourquoi donc se passerait-il autre chose ? Mais pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça. Il y a des millions d'années d'hominisation, à peu près 7, qui ont inventé des institutions très particulières, ce qu'on appelle le cerveau social, un type d'ultra-socialité unique en quelque sorte. Et je ne dis pas ça pour affirmer une prééminence du tout. Je dis ça parce que ça me passionne de voir ce qui fait une vie humaine. Et ça me désole un peu de dire finalement c'est un peu la même chose. Ben non, c'est pas exactement la même chose. Ce sont des précurseurs, des proto. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Le type même de l'exemple de culture animale, ce sont les macaques de Koshima. Comme vous le savez, un jour, une vieille macaque invente de laver, un peu par hasard, sa patate douce dans l'eau de mer. Elle gagne deux choses. Elle gagne de laver sa patate douce, d'une part, et d'autre part de la saler. Donc, elle adore cet usage, et l'usage va se répandre dans la tribu. Et donc, c'est documenté comme une forme de culture ou de protoculture animale. Et on dit, voilà, scoop journalistique, ils ont la culture n'est plus impropre de l'homme. Mais de quoi parle-t-on ? Combien de temps faudrait-il à un être humain pour
pour produire cet usage local, c'est-à-dire un usage culturellement local, c'est-à-dire non pas inné, non pas acquis par le génome, mais acquis socialement. Pour eux, pour les macaques, il a fallu à peu près entre 3 et 6 ans pour que l'ensemble, et pas toute la tribu, ait acquis le même usage. Pour nous, il faudrait combien de temps? Mais peut-être 1 minute, 2 minutes pour les plus lents d'esprit. Parce que nous avons tout simplement, non pas que nous soyons supérieurs, pas du tout. Nous avons tout simplement des institutions qui s'appellent la pédagogie, qui s'appellent le langage, qui consiste à dire venez, j'ai quelque chose à vous apprendre. Nous sommes fascinés par la nouveauté aussi, ça appartient aussi à l'armature langagière de l'être humain. Là, tout ce qui est nouveau nous fait parler. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon, 20 secondes. Regardez ce que je fais, tac. Regardez tous en même temps que moi ce que je suis en train de faire. Ça s'appelle l'attention conjointe. C'est une forme de socialité très particulière. Nous regardons tous en même temps la même chose. Regardez, fais pareil. Ah tu vois, voilà. 1 minute, 2 minutes, mais pas 6 ans. Et pas parce que nous sommes supérieurs ou que notre cerveau est supérieur, tout simplement parce qu'il y a des institutions qui se sont inventées progressivement, qui s'appellent le langage ou la pédagogie, et qui font que les choses sont différentes. Alors Étienne Bamenet vient de parler de protoculture. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord avec cette expression. Mais quelle serait votre réponse? Parce qu'on voit bien que là, on essaye, on mesure cet événement à l'aune de nos propres capacités. Donc on verra toujours les animaux comme étant balbutiants, débutants dans quelque chose. Donc moi, ce n'est pas une façon de regarder les animaux que je trouve très, très féconde. Je ne suis pas du tout choquée par ce qu'Étienne vient de dire. Il me semble en effet que l'institution du langage et de l'écriture modifie considérablement la donne. Les animaux ne s'intéressent pas aux mêmes choses que nous, c'est clair. Ils n'ont pas le même rapport au monde. Ce qui me gênerait un petit peu dans cette description, c'est que nous sommes un peu trop certains que leur rapport au monde serait beaucoup plus simple que le nôtre. Et je n'ai pas les moyens de le prouver, bien sûr, mais je pense que nous avons quand même certaines raisons d'imaginer qu'il se passe entre eux, dans leur tête et entre eux, beaucoup plus de choses que nous l'imaginons. Et que, n'ayant pas la parole, en effet, ils communiquent d'autres manières et par des mouvements imperceptibles que souvent nous ne voyons pas. Et donc je pense que nous devons être prudents lorsque nous voyons leur manière d'être de façon simplifiée au motif que la nôtre est effectivement très complexe. Alors j'aime bien la définition que donne Nietzsche, je crois dans Aurore, lorsqu'il dit « l'homme est l'animal malade », comme si dans l'évolution, quelque chose se mettait à disjoncter et que cette super intelligence, et bien sûr tout ce que le langage et l'écriture ont rendu possible pour stocker les connaissances et pour marcher sur la Lune et des choses au fond absolument inouïes. Et comme tu le disais, Étienne, cette intelligence, elle est tellement curieuse. Elle détruit, ces êtres-là détruisent leur habitat, l'ensemble des êtres vivants qui les entourent, sans même s'en préoccuper. Et donc j'aime bien cette idée d'un propre de l'homme qui serait une sorte de maladie dans l'évolution, quelque chose qui déraille et qui, comme un train fou, quitte son sillon et fonce un peu partout. Exception négative. Oui, c'est une exception négative. En tout cas, aujourd'hui, c'est quand même le constat qu'on peut faire, oui. Donc, vous avez parlé vous opposez tout à l'heure, vous le disiez, à un continuisme absolu. Donc, où se situerait cette discontinuité tout de même, puisque vous parlez ici de la possibilité peut-être pour l'animal d'avoir une vie intentionnelle aussi complexe que la nôtre? Pour tout vous dire, je me demande si cette question est vraiment très intéressante de savoir où précisément est la discontinuité. Surtout si on a un regard un peu rétrospectif ou ethnographique et qu'on voit aussi la multiplicité des manières que les êtres humains ont eu de vivre. Et on voit bien que cette question de la discontinuité, elle bouge sans cesse. Entre les Nambiquara de Lévi-Strauss et nous, peut-être qu'on serait tenté, comme Montaigne, de dire que la différence est encore plus grande parfois
entre homme et homme que homme et bête. Enfin, donc, je pense qu'on ne peut pas absolutiser cette question, en fait. Très bien. Alors, vous partagez ce front commun auquel on a fait référence à plusieurs reprises d'une orientation phénoménologique. Alors, vous doutez de la question qu'on peut se poser. Si la phénoménologie est bien l'expérience de ma conscience, est-ce que cette orientation philosophique ne nous enferme pas définitivement en nous ? De quel droit, dites-vous d'ailleurs l'un et l'autre, peut-être vous, Étienne Babenet, en qualifiant notre intentionnalité d'exceptionnelle d'une certaine manière, qu'en savez-vous de l'intentionnalité des animaux ? Et vous, Florence Burgat, avec une orientation, vous dites peut-être les animaux ont une intentionnalité très complexe, mais est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité de fond dans cette idée de faire une expérience de la conscience de quelqu'un d'autre ? Non seulement l'animal, mais l'autre homme en général. Bon, Husserl a répondu à cette question pour ce qui est de l'autre homme, mais l'animal. Peut-être vous voulez intervenir en premier ou... Pour l'animal, on pense à ce qu'il a dit sur la reconstruction empathico-analogique. Quand il dit « est-ce que je peux comprendre un insecte ?» Donc l'insecte est très éloigné de moi du point de vue morphologique, mais quand même, je vois qu'il a des yeux, qu'il a des pattes, qu'il se dirige vers un objet. Il a un comportement finalisé et cohérent, pour prendre un exemple très loin de soi. On ne peut pas aller très loin, comme vous dites, c'est déjà très difficile de se mettre dans la tête de son voisin. On ne peut jamais, comme dit Husserl, on accède toujours à l'autre dans un brouillard d'incompréhension. Il y a quelque chose de flou qui reste en permanence. Et je ne pourrais jamais, je pense, entrer dans les pensées d'un animal, moins encore. Et peut-être c'est très bien comme ça aussi. Est-ce que ce n'est pas ce que vous tentez de faire, par exemple dans cet ouvrage sur les chats, de rentrer dans la tête du chat ? Non, je ne crois pas. Non, vous pouvez peut-être préciser, puisqu'on a l'impression d'un effort pour une sorte de compréhension mutuelle qui tenterait d'interpréter d'une certaine façon le comportement de l'animal comme signe d'une intentionnalité sous-jacente, une forme de vie mentale sous-jacente. Je pense que quand on vit avec un individu, que ce soit un humain avec qui on peut parler, que ce soit un nouveau-né avec lequel on ne peut pas parler, que ce soit un adolescent complètement prostré, que ce soit, toutes sortes d'êtres avec lesquels la communication peut être difficile. Oui, personnellement, je préférerais vivre avec le chat, oui. On essaye de comprendre, on essaye de communiquer. Est-ce qu'on y parvient ? On n'y parvient jamais vraiment. Il y a un article que vous connaissez peut-être, célèbre de Thomas Nagel, un philosophe américain en 1974, qui dit « What's like to be a bat ?» Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ? Et alors lui, il conclut de manière mystérianiste, de manière très sceptique, en disant on ne peut rien savoir parce qu'en réalité, la différence anatomique est telle, et en particulier sensorielle, enfin le fameux sonar des chauves-souris. Donc on ne peut pas savoir grand-chose de ce qu'il vit en première personne, des qualia de la vie qualitative propre à la chauve-souris. Donc lui conclut très négativement. Et en général, c'est vrai que les phénoménologues, Florence Burgat parlait de Husserl, par exemple, sont plus confiants en quelque sorte et se disent je suis une vie incarnée et je suis un vivant et mon corps en quelque sorte est un passe-droit pour d'une certaine manière aller vivre l'autre vie. Donc on est plus confiant. Et je pense que si on est plus confiant, c'est aussi parce que nous sommes humains, au sens où au fond les humains ne se posent pas la question, ils font comme si. Pourquoi ? Parce que ils ont des institutions pour ça, comme justement le langage. Quand je parle, je fais comme si on s'entendait sur les mots que nous prononçons, alors qu'en fait, on a des histoires très différentes, des corps très différents, des temporalités différentes, mais on fait comme si. Et dans cette fiction rationnelle, en quelque sorte, il y a une espèce de grande confiance qui fait que on y va. Et c'est pour ça que les grands débats américains en ce moment, depuis une vingtaine d'années, sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux savoir de l'autre esprit ? Est-ce que j'ai une théorie, une psychologie qui me permet de savoir ce que l'autre a dans l'esprit, comme si on était chacun encapsulé dans notre corps. Et puis la grande question, c'est de déchiffrer les états mentaux de l'autre. C'est très particulier comme représentation de la vie humaine. On n'est pas comme ça, les humains. C'est pas comme ça qu'on vit. On n'est pas en train de s'interroger pour ça. Quand Olivier Dekens m'a posé une question, je l'ai pas regardé en me disant qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. J'ai compris des mots. Et
les mots sont une institution, cette espèce de tissu institutionnel entre lui et moi que nous pratiquons et qui font que on ne se pose pas trop la question et on fait comme si on comprenait la même chose à travers les mêmes mots. Donc l'idée que... Alors, que ce soit avec les êtres humains ou même avec les animaux, au fond, on y va en confiance. Et c'est très important. Alors évidemment il faut garder beaucoup de mesures quand on a affaire à un adolescent, par exemple, ou à des animaux, a fortiori. Mais quand même, c'est cette idée que non, de toute façon, c'est tellement loin qu'on ne peut rien savoir. Non, en fait, on ne fait que ça depuis le début. Et il faut continuer avec les animaux, avec évidemment un sens de la modestie, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qu'ils vivent. Mais allons-y quand même. Je préfère le préjugé positif au préjugé négatif. Alors, avant de passer aux questions plus pratiques, éthiques, politiques, vous avez qualifié votre position de naturalisme de la seconde nature. Et je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette idée de considérer que cette forme d'exception humaine, de la conscience détachée, du symbolisme, au fond, instituerait une seconde nature humaine par-dessus la première. Pourquoi pas ? Ça vous convient ? Mais alors vous êtes d'accord en tout ? On s'entend bien, c'est vrai. On a un fond phénoménologique commun qui, malgré toutes nos différences, quand même assez radicales, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Quand je mange de la viande à côté de Florence, elle a des hauts le cœur incroyables, donc mais on se réconcilie quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce naturalisme de la seconde nature ? Ça consiste à dire naturalisme, donc il faut naturaliser notre anthropologie, il faut la soumettre à une cure de désintoxication métaphysique. On ne peut pas penser en termes d'essence humaine, de nature humaine. Voilà, on a une histoire empirique, d'hominisation, qui a fait que nos lointains ancêtres primates se sont progressivement acculturés. Et puis, de la seconde nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle une seconde nature, c'est une nature acquise, c'est-à-dire c'est tout le rôle de la culture, des institutions qui ont fait que progressivement la nature, la biologie laisse de plus en plus de place à des comportements institués, partagés, à des représentations conjointes, etc. Et que la biologie se laisse envelopper par du culturel chez le vivant humain. Vous diriez peut-être pas qu'il y a une seconde nature uniquement chez l'homme ? Vous la retrouveriez éventuellement ailleurs ? Moi, c'est quand même pas mon objet. C'est pas mon objet philosophique. C'est la en fait. Position du problème qui vous. C'est pas mon objet philosophique de penser quelle est l'exception. En quoi l'humain est-il Est-ce que vous pourriez préciser sur le déplacement de la question que vous proposez dans votre En fait, travail. Florence s'intéresse aux animaux et moi à l'humain. C'est ça la différence. Oui. C'est aussi simple que ça. On peut voir ça comme ça, mais est-ce que vous pourriez préciser en quoi, tout de même, c'est la réflexion que vous menez sur la condition animale déplace le problème qui est celui de notre ce soir ? Je suis partie d'une distinction que j'ai établie il y a longtemps dans ma thèse de doctorat, en regardant un peu comment s'est construit ce dispositif de la différence anthropozoologique. Alors j'appelle dispositif parce qu'il s'agit effectivement de mettre en place un certain nombre de choses dans un but précis. Quel est le but précis ? C'est évidemment dévaloriser les animaux sur le plan ontologique pour pouvoir les utiliser, les tuer, les manger, etc. Donc on voit très très bien comment tout ça se décide, enlever, détruire cette valeur, priver d'âme, de conscience, de langage, arriver à une définition privative, et donc résoudre les problèmes éthiques d'emblée qui pourraient se poser. Et donc, moi, d'emblée, j'ai voulu réfléchir à la question d'une différence par originalité. Et non pas du tout, ma démarche n'a jamais... D'ailleurs, je n'emploie jamais l'expression « l'animal humain », que je trouve assez creuse. Donc, c'est pas du tout mon geste philosophique de dire il n'y a pas de différence, regardez, c'est pareil. Non. D'ailleurs, on peut tout à fait penser des tas de différences. C'est pas pour autant qu'on a résolu le problème moral, puisque le problème moral, ça va être quelle est la différence moralement pertinente. Il peut y avoir l'institution du langage, il peut y avoir tout ce que Étienne a évoqué pour parler de la singularité humaine, et nous n'avons pas porté atteinte. Nous n'avons pas détruit le problème moral qui se pose dans les traitements que nous infligeons aux animaux. Donc vous proposez de renverser au fond la logique de la position. On fonde un comportement particulier à l'égard de l'animal sur une supposée exception humaine. Vous partez du refus de ce comportement à l'égard de l'animal pour éventuellement déconstruire l'exception humaine ou secondairement la déconstruire, l'enjeu essentiel étant de changer de comportement à l'égard des animaux. Je ne suis pas partie fondamentalement de ça. Je suis partie de l'idée
qu'il faut penser autre chose qu'une différence par soustraction. Et qu'il y a des singularités animales, et là on peut inclure l'humain dans cet ensemble de singularités, et que c'est ça qu'il faut essayer de penser, et que c'est ça qui va transformer qui transformerait éventuellement notre rapport aux animaux. Alors venons-y immédiatement sur quelles sont les conséquences justement morales de votre travail, de vos positions philosophiques en termes de rapport à l'animal. On entend bien que vous allez évidemment vous opposer à la souffrance animale, peut-être à l'alimentation animale. Si oui, quel degré on va pouvoir de protection on va pouvoir éventuellement instaurer entre des animaux qui, s'ils ne sont pas identiques, sont quand même pensés dans une forme de continuité? Alors, il faut évidemment distinguer la question morale de la question juridique, c'est-à-dire comment après on légifère. Du point de vue moral, à partir du moment, me semble-t-il, où l'on a montré non seulement que les animaux sont sujets à la douleur, bon, on espère que ça c'est un acquis, mais qu'ils ont, et là nous sommes, je crois, d'accord sur ce point, qu'ils vivent en première personne leur vie, qu'ils sont affectés, qu'ils ont évidemment autant envie que nous de poursuivre leur existence. Et à ce propos, je fais une parenthèse, le débat théologique ancien qui disculpait Dieu d'avoir fait des animaux souffrants est très intéressant pour notre question laïcisée. Sous un Dieu bon, les animaux qui n'ont pas participé au péché originel ne sauraient souffrir. Donc on se demande aujourd'hui, puisqu'évidemment rien n'est promis par les religions pour les animaux, ils n'ont véritablement que cette vie à vivre. Pour les gens qui sont croyants, ils peuvent donner un sens à leur souffrance, donner un sens à la fin de leur vie, croire dans un au-delà. Bon. Donc les animaux n'ont que leur vie. Nous savons qu'ils sont affectés par le monde, qu'ils ont évidemment une sensibilité, un rapport au monde complexe, qu'ils sont attachés à leur vie. Nous pouvons à ce moment-là nous demander pourquoi nous continuons, alors que nous n'avons plus besoin de recourir à ce qu'on appelait les ressources animales, qui à un moment donné ont été nécessaires à l'humanité pour se nourrir, pour se vêtir, pour travailler, que sais-je. Aujourd'hui, nous sommes dans une donne complètement différente puisque la technique pourrait complètement émanciper les animaux de tout cela. Donc moi, j'ai une position très radicale. Je ne vois pas, en dehors des cas de légitime défense, de nécessité absolue, pourquoi nous enfermerions et que nous mettrions à mort les animaux. Voilà. Donc ma position est assez claire et assez simple. Et quelles seraient les implications juridiques de cette position ? Alors, ce ne sont pas des implications juridiques. Il faudrait, à ce moment-là... alors, ce qu'on peut dire peut-être d'important, c'est que le législateur a essaimé dans différents textes. Prenons le dernier, la directive européenne de 2010 sur l'expérimentation animale. Il est très intéressant de voir que le législateur reconnaît, et alors il y a une vingtaine ou une trentaine d'occurrences du mot, que les animaux sont non seulement sujets à la douleur, mais encore à la souffrance, à la détresse et à l'angoisse. Donc on peut dire que toute cette partie psychique qu'évidemment subissent les animaux utilisés dans les laboratoires, le législateur en est parfaitement conscient. Il ne le nie pas du tout et il pose en préambule que l'objectif final de la directive est de ne plus utiliser des animaux dans les procédures expérimentales. Il y a aussi une mention intéressante au paragraphe 12, je crois. L'animal a une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Donc, si vous voulez, quand on lit tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qui manque donc aux animaux pour qu'on continue à les traiter comme ça ? Il faut quand même dire qu'on n'a jamais autant tué d'animaux qu'aujourd'hui et que, contrairement à ce que peut-être on entend ou lit dans les journaux, la condition animale se détériore de plus en plus. Alors, est-ce qu'on ne doit pas distinguer de façon nette la situation des animaux de laboratoire, à quoi vous faites référence immédiatement, et la situation d'un animal d'élevage élevé dans des conditions optimales, dans une petite exploitation de campagne,
Est-ce qu'on n'est pas là dans une vie animale qui vaut la peine d'être vécue, qui est respectée, qui, bon, certes, est finalement arrêtée brutalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, pas une solution, mais en tout cas un moyen de maintenir une vie animale satisfaisante? Alors, quand vous dites une petite exploitation, il est respecté, ça c'est vous qui le dites. C'est pas parce que ce sont des petites. Non, mais c'est pas parce que ce sont des petites exploitations à la campagne. Je me mets dans le cas idéal. Voilà, parce que on a soi-disant mis en place d'autres normes parce que l'élevage d'antan avait aussi, était épouvantable. Donc voilà, il faudrait arriver à définir avec des cahiers des charges très stricts. N'empêche que on les tue et on les tue en bas âge. Et qu'il n'y a pas d'élevage sans mise à mort des animaux en bas âge. Et pourquoi faire cela? Simplement pas parce que nous aimons la viande. Donc ça me semble, si vous voulez, un plaisir qui coûte vraiment beaucoup trop cher, quoi. Alors je pense que vous n'êtes pas d'accord sur ce point de la mise à mort, notamment? Moi, je mange de la viande, donc j'ai du mal à... Mais je ne vais pas dire il faut manger de la viande, ce serait absurde. Moi, ma question que je vous disais, je m'intéresse aux êtres humains et Florence davantage aux animaux. D'abord, on a des intérêts qu'on ne décide pas. Moi, je suis plus intéressé par, en effet, une forme de spécificité humaine. Bon, et la grande question qui se pose à moi à l'issue d'une réflexion sur cette originalité, c'est qu'est-ce que ça changerait dans notre rapport pratique avec les animaux de nous envisager comme différents. Alors, est-ce qu'on considère que nous sommes différents, donc nous nous autorisons le pire, comme on l'a fait pendant des siècles, ou est-ce qu'au contraire, si on conçoit bien cette différence, au contraire, ça permet de réaménager un nouveau pacte avec les animaux, de nouvelles pratiques? Et moi, je pense que c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que si on conçoit bien notre humanité, c'est-à-dire non pas en termes de différences métaphysiques, etc., mais ce que nous faisons en tant qu'humains, c'est-à-dire parler de choses, je le disais tout à l'heure, parler de choses en faisant comme si elles nous étaient communes, instituer du commun par une forme de fiction étonnante, mais qui est notre lot toute la sainte journée. Enfin, on dit regarde cet oiseau-là, hop, voilà. Évidemment, on ne voit pas le même oiseau, on ne voit pas du même point de vue, mais on fait comme si nous parlions de la même chose. Et donc, nous instituons du commun. Or, il se trouve que ce commun que nous instituons, il est plus large que notre humanité. Si je désigne cette table, je peux la désigner à vous, être parlant, mais si un oiseau venait ici, je ne dirais pas il se pose sur sa table d'oiseau, je dirais il se pose sur la table. Et donc, je fais participer tout vivant à ce cercle du commun. Je désigne les choses en disant ce sont les choses de tous, y compris les animaux. Et donc, il y a dans nos fictions rationnelles ou transcendantales, il y a de quoi élargir la maison humaine. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Je pense qu'il faut donc dire nous ne sommes pas des animaux ou nous sommes des animaux d'un certain type très particulier, nous nous désanimalisons par la culture, etc., nous nous débiologisons par la culture. Ça n'est pas enfermant. Je pense que si on conçoit bien cette différence, ça peut être l'occasion de nouvelles pratiques. Alors j'insiste, moi, en particulier sur, par exemple, le fait que la question les animaux ont-ils des droits est une question mal posée. C'est une question métaphysique, comme si on essaie avec des droits, par droit de nature. Les animaux n'ont pas des droits, pas plus que les humains. Les humains ont inventé des droits transnationaux, qui s'appellent les droits de l'homme. C'est une étrange fiction, là encore. Nous sommes en train d'inventer des droits pour les animaux, et c'est un acte rationnel, humain. Et c'est à nous qu'incombe cette création, qui est une forme d'engagement rationnel en faveur des animaux. Aucun animal ne ferait une chose pareille, donc il faut vraiment être humain pour le faire. Mais la communauté humaine est en train de s'élargir, et c'est magnifique, elle est en train de s'élargir. Alors évidemment, de manière encore très théorique, et on est loin du compte. Je suis tout à fait d'accord avec Florence sur le fait que les actes suivent peu, mais en tout cas, une sensibilité nouvelle est en train de s'instaurer, mais c'est un fait humain. Et on est en train d'élargir. Est-ce que ça ne serait pas curieux de concevoir cet élargissement tout en maintenant pour nous le droit de la mise à mort? Non, mais il faut un cadre juridique qui est en train de s'élargir, et puis il faut voir que il n'y a pas de cadre juridique opérant et effectif si les sensibilités n'évoluent pas. Et là, elles sont en train d'évoluer, mais vous ne pouvez pas tout d'un coup criminaliser les comportements en disant vous êtes ignoble, etc. Non, il faut de la pédagogie. Et la pédagogie, ça consiste à dire aux gens le plus possible, comme font en particulier les lanceurs d'alerte, L214, etc. Ils nous mettent en face de ce que nous faisons aux animaux. Ils nous mettent en face de souffrances animales dans les abattoirs. Et là, on s'habitue progressivement, au jour le jour, à voir dans les animaux autre chose que de la viande, mais aussi des personnes ou des alter égaux, en quelque sorte, qui ont une vie,
Il y a une vie derrière ses yeux, il y a une vie derrière ce corps, et c'est quelqu'un qui vit sa vie en première personne. C'est s'accoutumer à ça. Donc c'est un travail de la perception là. C'est ce qu'on appelle en philosophie un travail de voir comme. Vous pouvez voir un animal comme de la viande, et vous pouvez le voir comme une personne, comme quelqu'un à qui vous pouvez donner un prénom, parler, caresser, etc. Ça transforme considérablement le rapport à un animal, et en général on connaît ça par cœur à travers les animaux de compagnie. Mais justement, il faudrait élargir progressivement le cercle des animaux à qui on parle et que l'on nomme et qui sont pour nous des personnes. Et ça, c'est un travail de la sensibilité, c'est pas un travail purement juridique. Et ça, pour ça, il faut y aller progressivement. D'accord. Et nous y allons en quelque sorte, mais il faut laisser du temps au temps. Mais donc la fin de l'alimentation carnée est pour vous tout de même une sorte d'idéal ? Oui, bien sûr. Alors on y va. Alors c'est pas un idéal. Moi, je pense que j'aime beaucoup la viande. Je pense que nous mangeons sans doute, et nous avons commencé dans les pays occidentaux. Malheureusement, je pense que malheureusement, toutes ces politiques progressistes, il faut toujours avoir en tête que nous ne sommes pas le monde entier et que donc ce que nous faisons dans certains pays, le monde entier ne le fait pas, et donc notamment en termes environnementaux. Donc c'est comme ça. Donc tout ce qu'on peut faire de vertueux, finalement, c'est peu de choses. Mais en tout cas, nous commençons à prendre conscience du coût à la fois éthique du fait de manger de la viande, écologique. Je vous rappelle qu'un kilo de viande de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau, alors dont 7 000 litres d'eau de pluie, mais quand même 8 000 litres d'eau à nos frais, en quelque sorte, ou aux frais de la terre. Et donc, c'est beaucoup. Donc, il y a un coût éthique, souffrance animale, un coût écologique, et puis éventuellement, il y a un coût plus égoïste, qui est le coût en termes de santé. Mais en tout cas, nous allons vers moins de viande, de plus de qualité, sans doute, nous interrogeant sur qui était cette vache que je suis en train de manger, ou qui était ce... Voilà, bon, c'est des questions particulières, mais en même temps, elles nous mettent en face de ce que nous sommes en train de faire. Et ce sont des questions qui viennent de plus en plus. Et je pense que nous mangerons moins de viande, de moins en moins de viande, et en sachant de mieux en mieux ce que nous faisons, et avec peut-être ce frisson un peu sacré dont parle Lévi-Strauss quand il évoque les Japonais qui mangent leur fugu, ce poisson avec un foie venimeux, et plus vous mangez près du foie, et plus meilleur c'est, mais en même temps plus dangereux c'est. Je pense que nous aurons de plus en plus, quand nous mangerons de la viande, on n'y est pas encore, mais cette idée que nous faisons quelque chose qui est un peu sacrilège, et nous en mangerons de moins en moins, et ce sera, voilà. Alors peut-être qu'à la fin on ne mangera pas de viande. J'espère que ce ne sera pas de la viande synthétique, parce que ça, je pense que c'est une aberration totale. Celui qui aime manger de la viande ne voudrait pas manger de la viande synthétique. C'est pas une question de goût, c'est un tout anthropologique, la consommation de la viande, mais c'est certainement pas un goût, un pur goût. Mais en tout cas, nous en mangerons de moins en moins, et il faut laisser faire la perception, il faut travailler sur la sensibilité, les comportements, la perception. C'est pas juste un cadre juridique, je pense. Je vous laisse réagir à ces différentes propositions. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup débattu de où sont les différences, les continuités, les discontinuités. C'est important, Étienne, que tu aies rappelé que des images sont montrées d'animaux en train de mourir. Et je pense que si nous avons bien quelque chose en commun avec les mammifères, les oiseaux, les poissons, eh bien, c'est ce moment de la mort que personne ne veut affronter. Donc, en effet, c'est la question cruciale. C'est la question cruciale. Voilà. Donc, on parle toujours d'éviter les souffrances aux animaux, comme si, pour eux, le fait d'être mis à mort était un détail qui ne leur importait pas. En réalité, on voit bien qu'ils sont dans la terreur et qu'ils sont dans la même terreur dans laquelle nous serions si nous étions dans cette situation. Imaginons-nous nous-mêmes dans un abattoir avec d'autres. Donc, ces images sont fondamentales. En tout cas, moi, ce sont celles qui, il y a maintenant bien longtemps, ont réorienté ma réflexion. Mais si on est dans cette idée d'une protection presque absolue du droit à vivre de l'animal, où s'arrête-t-on ? Est-ce que qu'on pourrait s'imposer pour tous les animaux ? Ça dépend. Il y a des situations, si vous voulez. Si vous êtes, je ne sais pas, dans un pays où le moustique est vecteur d'une maladie grave, je pense qu'il est, en tout cas, ça ne me semble pas du tout choquant de tuer le moustique parce que vous risquez d'attraper une maladie très grave. Si vous êtes dans des situations de légitime défense, vous préférez forcément votre propre vie. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les animaux sauvages n'ont plus d'habitat. Parce que nous sommes, comme vous le savez, nous, espèces humaines, de plus en plus nombreux.
que l'urbanisation est galopante. Alors, on va décider que partout où il y a des animaux sauvages, eh bien, il faut les tuer parce que nous étendons nos cultures d'huile de palme, etc., etc. Donc, c'est très difficile de répondre à votre question dans la mesure où, de toute façon, nous sommes en passe d'occuper la totalité du territoire. Et moi, de façon un peu pessimiste, et ça n'engage que moi, on peut se demander, quand on voit le sort réservé aux animaux domestiques, mais aussi aux animaux sauvages, si il ne vaut pas mieux pour eux qu'ils disparaissent. Parce que de toute façon, nous les éradiquons de cette terre et nous ne leur laissons aucun habitat. Merci beaucoup, Étienne Bamenet. Merci, Florence Bourgat. Merci à vous tous.